Madame, Monsieur, bonsoir. Le caucus sur l'autonomisation de la femme est l'un des points focaux de la COP 15, la conférence des parties à la 15e Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Un caucus sur le genre pour une meilleure gestion des terres grâce à l'égalité des sexes. La désertification contribue à détériorer la santé des femmes et à augmenter leur vulnérabilité. L'accessibilité à la propriété foncière, l'accès au crédit, les opportunités socio-économiques et la technologie seront certainement des leviers sur lesquels il va falloir agir et travailler pour réellement parvenir à l'autonomisation d'un maximum de femmes rurales. Et ça fait l'actualité. La COP 15 a ouvert ses portes depuis le 9 mai dernier et ce jusqu'au 20 mai. Alors sur la question de l'autonomisation de la femme, les réflexions, les propositions sont en cours. Mais qu'en pensent les femmes concernées elles-mêmes? Nous avons un élément de reportage et c'est signé Guedro et Ouattara Seydou. Nous définissons l'autonomisation comme le processus complexe d'accession des femmes à une pleine participation à la vie civile, politique, sociale et économique et l'exercice des droits correspondants. Le caucus des femmes de la COP 15 réunit les parties, les organisations de la société civile, les entités des Nations Unies, les militants et d'autres organisations internationales en mettant l'accent sur l'intégration de la dimension du genre dans tous les aspects de la mise en œuvre de la Convention. L'opportunité nous est donnée, nous femmes entrepreneurs, de participer à la journée de l'autonomisation de la femme. Et c'est un grand honneur pour nous. Et quand on dit autonomisation de la femme, c'est de faire en sorte que la femme soit autonome économiquement, avoir une présence dans les instances de décision de l'État et surtout arriver à atteindre la sécurité alimentaire. Je veux dire contribuer à la sécurité alimentaire parce que nous constatons que les femmes, je suis dans l'agriculture, elles sont très actives dans ce domaine-là. On doit promouvoir le fait que les femmes aient le même privilège que les hommes. En parlant des prêts et autres, quand tu vas à la banque pour parler un prêt, on dit non, toi tu es une femme, il te faut un aval. Donc en tant que femme, on nous minimise. Alors que souvent, nous sommes plus importants, mais que nous sommes plus importants que souvent des hommes. Ce que je peux dire de l'autonomisation de la femme, c'est possible et ça se fait. Mais le chemin est encore long. Et on doit autonomiser la femme parce que la femme est à la base de la famille. Quand la femme a quelques moyens, c'est toute la famille qui en profite. La femme, elle est à l'aise, les enfants sont bien éduqués, son mari est épanoui. Et la société entière en bénéficie parce que la société a comme base une famille bien organisée, une famille qui va pouvoir bien éduquer les enfants, une famille qui n'aura pas de conflit pour une cohésion sociale et impacter positivement tout ce qui est environnement. Et ainsi, le pays se développe et tout le monde se sent à l'aise. L'autonomisation de la femme d'abord fait partie de la vision politique du président de la République. Une stratégie nationale qui est importante, avec plusieurs pistes d'action, dont l'entrepreneuriat. Parce que c'est un moyen d'atteindre l'égalité. C'est elle qui permet aux femmes d'avoir les ressources de différents niveaux, la santé, l'éducation, l'économie, et pour participer pleinement au développement. Le caucus des femmes de la COP 15 mettra l'emphase sur les questions de financement et d'amélioration des conditions de vie des femmes rurales impliquées dans la production agricole. Son objectif est de fournir un appui consultatif aux programmes et aux initiatives de la Convention. Madame Coutouan, félicitées. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes directrice de l'entrepreneuriat féminin. C'est exact. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et de l'enfant, tout à fait. Très bien. Merci d'être sur notre plateau. Je vais d'abord vous demander votre sentiment, vos réactions par rapport à notre élément de reportage. Je suis tellement fière
des réactions de ces femmes qui ont mis les pieds dans le plat et qui savent qui elles sont, ce qu'elles apportent à l'économie de nos différentes nations en Afrique et dans le monde. Donc, je suis très fière et je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Je voudrais à la limite récapituler ce qu'elles ont dit en empruntant l'un des propos de nos éminents hommes de l'Afrique, dirigeants du monde, qui est Kofi Annan, qui dit, que je voudrais donc citer, « Lorsque les femmes prospèrent, les sociétés en tirent profit. Les générations futures prennent un meilleur départ dans la vie. » Vous parlez de l'effet de l'autonomisation de la femme. Lorsque la femme, j'ai envie de dire, lorsque la femme est autonome, c'est toute la société qui se porte très bien. Très bien. La femme est le socle de la vie. Absolument. Absolument. Alors, quand on parle d'autonomie de la femme, donc, est-ce que l'on veut dire qu'il faut qu'elle ait la pleine accession à l'autonomie? Il y a plusieurs déclinaisons, l'autonomie politique, l'autonomie sociale, l'autonomie sur la santé. Je veux dire, on peut décliner les différentes autonomies dont on parle. Absolument. L'autonomisation de la femme à laquelle on fait référence donc à divers niveaux d'accessibilité de la femme à une pleine participation. Il s'agit que la femme puisse participer pleinement à la prise de décision politique, qu'elle puisse participer pleinement à la vie économique, qu'elle puisse participer pleinement à la vie sociale, culturelle, environnementale. Très bien. Alors, d'un point de vue politique, par exemple, quel est l'état des lieux aujourd'hui des femmes? De manière générale, sans donner des statistiques précises, mais nous savons que, hélas, dans notre pays, à aucun niveau de secteur, de quelque secteur que ce soit, en ce qui concerne la vie politique, on a atteint encore les 30%. En dehors du Conseil économique, social et environnemental, où nous enregistrons un taux de plus de 30%, dans tous les autres secteurs de la vie publique et politique de la Côte d'Ivoire, on n'a pas un taux de 30%. Alors, quand on parle d'autonomisation de la femme, d'un point de vue éducation, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, bien sûr. Au niveau de l'enseignement primaire, fort heureusement, nous en sommes presque à la parité. Au niveau secondaire, les taux sont encore appréciables. Mais quand on avance dans les niveaux supérieurs, malheureusement, les taux sont en décroissance. Il y a beaucoup de choses à faire pour assurer donc l'autonomisation sociale de la femme qui prend en compte les aspects d'éducation, de formation, mais qui prend aussi en compte les aspects d'accès aux services sociaux de base tels que la santé, l'eau, l'électricité et bien d'autres choses qui concourent donc à son autonomisation sociale. Il est important qu'à ce niveau aussi, la prise de décision de la femme, sa capacité à influencer la prise de décision à ce niveau est aussi à prendre en compte lorsqu'on parle d'autonomisation de la femme. D'accord, mais vous avez souligné quelque chose d'important, c'est que déjà dans le primaire, il y a à peu près l'équilibre, il y a une certaine parité, ça veut dire que les choses évoluent. Les choses évoluent depuis que la décision politique, la volonté politique de nos dirigeants a été d'instituer l'école obligatoire. Et cela donne déjà des résultats, puisqu'aujourd'hui on est quasiment à la parité au niveau de la scolarisation des enfants. C'est déjà cela. Lorsque la parité est appliquée, eh bien, tout le monde jouit du droit à l'éducation. C'est pour cela que nous espérons que très bientôt, nous pourrons avoir une embellie au niveau des statistiques à tous les autres niveaux, que ce soit au niveau politique, social, économique. Social, j'allais vous demander de développer l'autonomie de la femme de manière sociale. Au niveau social, c'est une question de bien-être. C'est avoir droit, pouvoir réaliser ses droits à la santé, cela participe à son bien-être. Avoir accès à l'eau, cela participe évidemment à son bien-être. Donc, c'est vraiment la plupart de l'autonomisation sociale de la femme concourt à la réalisation de ses droits. Mais quand on parle de santé, est-ce que l'homme a plus accès à la santé que la femme, par exemple? Quand on parle de santé, il n'y a pas de discrimination dans l'accès, dans la mesure où, là où il y a un centre de santé, personne ne privilégie qui que ce soit. Mais le fait est que nous constatons que du fait de la vie de tous les jours, de la répartition du travail et des obligations qui incombent à la femme, et même du fait qu'elle exerce son droit à la santé de la reproduction de manière différente à celle de l'homme, la femme est exposée à un certain nombre de dangers concernant sa santé. Nous enregistrons fort malheureusement dans notre pays un fort taux encore de mortalité maternelle et infantile, ce que les hommes ne connaîtront pas. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, il y a beaucoup de situations de santé. Il y a aussi le fait que lorsque les femmes sont obligées de travailler durement dans des conditions qui ne se prêtent pas
à une bonne santé, eh bien, leur santé se détériore. Et la dernière fois, j'entendais quelqu'un qui me disait, mais je suis allé au village, je vois ma tante qui a à peine 40 ans, qui a l'air d'avoir 70 ans. La pénibilité de la vie dans ces zones fait que la santé de la femme se détériore. Or, c'est un droit que d'avoir la santé, c'est un droit que d'avoir l'éducation, c'est un droit que d'avoir accès à l'eau et à toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir mener une vie saine et dans de bonnes conditions. Donc, il est important d'assurer donc l'autonomisation sociale de la femme pour lui permettre d'améliorer ses conditions de vie. Et là-dessus, le gouvernement travaille. Le gouvernement travaille dans la mesure où il y a des politiques qui sont prises pour favoriser la santé mère-enfant, pour favoriser l'accès à l'eau. Voilà autant de choses qu'il faut absolument, qui permettent de réaliser l'autonomisation sociale de la femme. Et l'autonomisation économique, on en parle? On en parle parce qu'il est important d'en parler, parce que celui qui n'a rien, à la limite, est assimilé à celui qui n'a rien. Donc l'autonomisation économique de la femme, c'est donc toutes les conditions qui sont mises en œuvre afin de permettre à la femme de participer pleinement au développement économique de sa famille, de sa communauté et par ricochet du pays. Donc c'est une des dimensions importantes de l'autonomisation de la femme et cela passe par un certain nombre d'éléments à mettre en œuvre en synergie pour que la femme puisse parler. Vous avez dit, on abordera toutes ces questions très bientôt, mais c'est vraiment, à la limite, l'une des modalités principales qui ouvre la porte à l'autonomisation de la femme. Donc, c'est important de pouvoir réaliser son autonomisation économique pour lui permettre de participer. Parce que à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que l'autonomisation vise à favoriser la pleine et entière participation, et ce, à tous les niveaux. Très bien. Alors, quand on a bien défini ces différentes notions d'autonomisation, quand on le ramène à la COP 15, bien sûr, qui est le thème qui nous réunit ici sur ce plateau, la femme, on a bien compris qu'elle a des difficultés à avoir accès, par exemple, à la propriété foncière. J'aimerais beaucoup que vous puissiez nous développer ça. Ben, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. La femme a des difficultés pour avoir accès à la propriété foncière parce que dans la mesure où l'agence AFOR, qui est en charge de la gestion des titres fonciers, mais nous apprend que seulement 12% de femmes sont bénéficiaires d'un certificat foncier en Côte d'Ivoire. C'est vraiment la manifestation de ce que les femmes n'ont pas accès à la propriété foncière. Elles étaient propriétaires, elles ont été expropriées ou elles ne l'ont jamais été? De manière générale en Côte d'Ivoire, du point de vue culturel, nous le savons, la femme a tendance à ne pas avoir accès à la terre. On nous dit que la terre, c'est une question d'homme. Donc malheureusement, bien souvent, elles l'ont tellement intégrée qu'elles ne se sentent plus éligibles aux questions foncières ou alors elles n'osent pas le faire parce qu'en la matière, le législateur a légiféré. Il n'y a pas de discrimination au niveau de la loi quant à l'accès des hommes et des femmes à la terre en Côte d'Ivoire. Alors, vous nous dites qu'en situation d'héritage, par exemple, la femme hérite difficilement de son défunt parent. C'est plutôt le frère ou bien c'est plutôt comme ça que ça se passe? Malheureusement, c'est la pratique. Mais sinon, la loi, la révision du Code de la famille a permis aujourd'hui en Côte d'Ivoire que ce soit l'épouse qui hérite, comme les enfants, garçons et filles qui héritent au même titre les uns que les autres de l'héritage. Donc, il n'y a pas de discrimination au niveau de la loi, mais malheureusement, c'est la pratique culturelle. Ce sont les us et coutumes qui font que ce constat est encore d'actualité. Alors, les us et coutumes, on la vit dur. Je vous donne un cas de figure. Une femme qui hérite, qui se marie, on aurait tendance à dire qu'elle suit son mari et c'est lui le chef de famille. Et est-ce que les parents n'ont pas un peu peur qu'elle donne la terre à la famille de son mari? Ne sont pas là les craintes réelles? Mais ce sont autant de motifs qui sont relevés lorsqu'il s'agit de donner le droit à la terre à la femme. Parce que dans nos coutumes, nous disons, c'est d'ailleurs pour ça que la coutume continue encore de s'opposer au droit de la femme à l'accès à une propriété foncière. C'est la pratique est qu'on se dit, si la femme va se marier, elle fera désormais partie d'une autre famille, d'un autre clan, voire même d'une autre région. Et donc, on ne peut pas permettre donc à cette femme-là
de prendre le bien communautaire de la famille pour aller le donner à une tierce personne. Là, c'est la coutume qui le dit. C'est la coutume qui le dit. Mais la loi dit autre chose. La loi s'applique puisque lorsque le couple est marié, ben, on est en communauté de biens, que ce soit en communauté de biens ou en séparation de biens, il y a des droits qui sont identifiés en matière d'accès à la propriété foncière, donc accès aux biens du couple. Donc, du coup, cela constitue un frein énorme à l'autonomisation économique de la femme. Parce que si la femme n'a pas accès aux actifs qui lui permettent de mener ses activités économiques, elle est donc limitée dans sa capacité à participer pleinement au développement économique de sa famille et de sa communauté. Donc, la question de l'accès à la propriété foncière, et c'est pour cela d'ailleurs que le caucus Jean porte sur l'égalité de gestion de la propriété foncière, parce qu'il est important que la possibilité soit donnée à la femme pour qu'elle puisse gérer au même titre que l'homme de la terre, pour pouvoir fructifier cette terre. Parce que j'aime le dire, nous recevons la terre en héritage. À la limite, nous le disons, en griffe, je suis propriétaire foncier, mais j'ai envie de dire, je suis gestionnaire du foncier. Puisque nous recevons la terre en héritage, et de génération en génération, nous avons l'obligation de passer la terre à ceux qui viendront après nous. Donc, c'est une question de gestion. Et le caucus dit, mais il faut que la gestion soit égale au niveau de la terre pour permettre à la femme, aussi bien que l'homme, de pouvoir créer des activités économiques et créer de la richesse à partir de ces activités pour le bien-être de toute la communauté. Il n'y a donc pas de raison que ces discriminations soient encore d'actualité. Il faut travailler, il faut poser des actions concrètes pour que ces discriminations-là puissent se résorber et permettre à la femme de participer pleinement. Surtout que notre législation en Côte d'Ivoire en matière de mariage dit que l'homme et la femme ont la co-gestion de la famille. Il n'est donc pas juste que la femme ne soit pas en mesure de gérer de manière économique son foyer. Il faut qu'elle puisse mener des activités, créer de la richesse pour la famille et pas seulement l'homme qui ait cette obligation qui lui incombe. Donc, c'est une question de cohérence. Si nous avons pris autant de dispositions juridiques et législatives, il faut que les actes accompagnent cela pour que ça soit une réalité dans notre pays. Très bien. Alors, vous parlez d'économie. Parlez-moi de l'autonomisation de la femme. Est-ce qu'elle a facilement accès au crédit bancaire ou au crédit agricole? Malheureusement, c'est un autre frein qui s'oppose à l'autonomisation économique de la femme. Les dernières données les dernières données en ce qui concerne le taux d'inclusion financière de la femme nous révèlent que la femme est seulement à 45% dans l'inclusion financière. C'est-à-dire qu'il y a encore un gap à ce niveau. Et ça c'est seulement de manière générale. Mais si nous voulons prendre le cas spécifique des femmes qui sont dans les zones rurales, je vous assure que très peu de femmes ont accès au crédit. Donc vous voulez nous dire que dans une banque, il y a une discrimination entre l'homme et la femme pour l'accès au crédit? Absolument. Pour les femmes entrepreneurs, on va vous demander, quand vous êtes femme, de donner une garantie. Ce qu'on ne demandera pas à l'homme. On vous demandera, vous, femmes, est-ce que votre mari est d'accord? Ce qu'on ne demandera pas à l'homme. On ne demande pas à l'homme si la femme est d'accord. Non, ça ne se fait pas. C'est bien noté. Donc, vous voyez que c'est autant déjà de discrimination à ce niveau qu'il faut contribuer. On demande à la femme une garantie. Mais la garantie, la femme entrepreneur en milieu rural qui n'a pas accès à la terre, qu'est-ce qu'elle donne comme garantie? Elle ne peut même pas donner la terre puisqu'elle n'est pas propriétaire de cette terre-là. Elle n'a pas de certificat foncier sur cette terre. Donc, elle ne peut pas donner cela comme garantie. Alors que l'homme donnera cela, la terre, comme garantie. Il va brandir son certificat foncier pour dire, tiens, voilà, j'ai un titre de propriété sur la terre que j'exploite et cela lui donne droit à un crédit par la femme. D'accord. Donc, ce sont des discriminations qu'il faut contribuer. Déjà, l'accession au titre foncier. C'est un préalable qui permet de développer les activités économiques pour la femme. Quand elle n'a pas droit à cela, c'est un frein à son autonomisation et à sa participation. Dans l'environnement rural, est-ce que la femme est formée? C'est une question d'information. Malheureusement, le taux d'analphabétisme féminin en Côte d'Ivoire, le plus élevé, se trouve dans les zones rurales, où elles n'ont pas droit, où elles n'ont pas l'éducation nécessairement. Elles n'ont pas droit, elles n'ont pas été scolarisées, ou alors il y a un faible niveau de scolarisation. Mais plus que la question de la scolarisation, c'est plus l'information. Elles n'ont pas toujours l'information. Nous pensons que c'est vrai que les divers canaux essaient de diffuser l'information, mais elles n'ont pas pleinement la bonne information au bon moment pour pouvoir prendre des décisions qui leur permettront d'accéder à l'une des choses ou l'autre. Étant entendu qu'il y a au-delà même de l'information, même quand elles ont l'information, il y a aussi d'autres barrières qu'il faut franchir. D'accord. On a parlé de la femme rurale. Est-ce que c'est valable pour la femme citadine?
Pour ce qui est de l'accès au crédit, les femmes entrepreneurs vous diront qu'il y a beaucoup plus de difficultés pour elles. On va leur demander une garantie, comme j'ai dit, ce qu'on ne demandera pas nécessairement. Mais quand il s'agit d'utiliser le foncier, il faut nécessairement avoir les documents y afférents pour pouvoir mener une quelconque activité. D'accord. Alors, quand on parle du processus pour arriver pour l'autonomisation de la femme également, on parle de transformation également de produits alimentaires. Donc, c'est une longue chaîne. Pour ce qui concerne la transformation des produits alimentaires, il s'agit d'adresser la question de la chaîne agroalimentaire. Donc, celles qui sont dans la production ont les difficultés qui sont inhérentes à leur statut de productrice. Mais il y a aussi, dans le maillon de la chaîne, il y a les commerçantes, il y a les transformatrices qui utilisent la matière première et qui y apportent une valeur ajoutée à travers la transformation. Celles-là aussi, à leur niveau, elles ont des difficultés à ce niveau-là. Autant les productrices sont confrontées aux problèmes d'accès au crédit, mais aussi d'accès aux technologies de première transformation qui leur fait subir malheureusement des pertes post-récolte énormes parce qu'elles n'ont pas... Sur la photo, nous nous rendons compte que les femmes, malheureusement, continuent de cultiver à la houe ou à la daba. C'est très archaïque. C'est encore archaïque, c'est encore rudimentaire. Et donc, non seulement elles n'ont pas accès au crédit, mais si on n'a pas de crédit, on n'a pas de ressources. Avec quoi on va acheter les technologies qu'il faut pour pouvoir moderniser leurs activités? Il en est de même pour celles qui sont dans la chaîne de la transformation. La transformation, c'est déjà un premier niveau d'industrialisation. Donc, il faut qu'elles puissent avoir accès à des crédits d'investissement pour pouvoir acquérir les équipements nécessaires à la transformation. À leur niveau aussi, beaucoup d'entre elles continuent de transformer de manière archaïque et rudimentaire. Elles ont des fourneaux avec lesquels elles font la torréfaction, alors qu'il y a la possibilité, si elles avaient la possibilité d'avoir des crédits plus conséquents, elles auraient pu s'équiper en équipement moderne pour pouvoir faire l'agrotransformation. Alors, les problèmes sont si bien campés que ce que l'on imagine, ce sont les grandes résolutions qu'on espère après aux conclusions de la COP 15. Je pense que c'est l'une des raisons qui motive la tenue des différentes COP. Et pour ce qui est de la COP de cette année, le caucus Jean a tenu à se tenir pendant cette COP-là pour booster un peu les différentes actions, pour pousser à l'action. Parce que depuis chaque année, des décisions sont prises, mais ça semble être lettre morte. Or, c'est urgent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 60% de son couvert forestier. Donc, plus la désertification se fait, plus il y a des dangers, des risques pour ne même plus permettre aux populations de pouvoir vivre décemment. Et plus les femmes aussi sont exposées à des risques de vulnérabilité et de pauvreté. Il y a une mobilisation de plus de 2 milliards. Plus de 2,5 milliards à l'effet de pouvoir apporter durablement une solution à ces questions-là. Donc, c'est une décision qui est prise, c'est une requête qui a été faite. Fort heureusement, nous ressortons déjà avant la fin de la COP avec ce résultat important qui nous permet d'espérer un avenir meilleur pour toutes ces questions que nous venons de relever et de voir que nous allons inverser très prochainement la tendance en ce qui concerne les questions d'autonomisation de la femme. Parce qu'il est important, la Banque mondiale nous interpelle dans son rapport de 2017. La Banque mondiale indique à la Côte d'Ivoire qu'elle pourrait gagner près de 400 milliards si les discriminations à l'encontre des femmes sont résorbées. C'est 400 milliards d'enrichissement pour les familles, pour les communautés et pour le pays. Et cela, si nous prenons des dispositions pour améliorer l'environnement de l'autonomisation et de la femme. Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Ça en vaut la peine. J'allais vous poser la question suivante. Est-ce que la femme cultive la terre plus dans le style de produits vivriers et l'homme plus dans d'autres produits qui ne sont pas de commerce alimentaire? En raison de la division du travail dans nos communautés, l'homme en tant que chef de terre est celui-là qui s'adonne aux cultures de rente. Et une parcelle est donnée à la femme pour les produits vivriers, pour assurer, puisque dans la distribution des rôles sociaux, la femme est chargée de l'alimentation de la famille. Donc les hommes font les cultures de rente et la femme fait les cultures vivrières et le maraîcher pour nourrir, pour assurer son rôle de celle-là qui assure la sécurité alimentaire des populations. Donc, fort heureusement, cette distribution des rôles la met dans une position où elle détruit moins la terre. Par ces productions qui peuvent se faire sans être obligés d'abattre les arbres et tout pour pouvoir
produire du vivrier et du maraîcher. Quand on parlait de financement, d'accès au financement, nous savons que la Première Dame a mis sur pied un fonds, FAFSI, et plus de 300 000 femmes ont quand même été financées. Absolument, absolument. Et nous nous en réjouissons, nous nous en félicitons d'ailleurs. C'est ce qui permet de faire reculer le taux de pauvreté des femmes et des familles, en plus d'autres mesures qui sont prises par l'État de Côte d'Ivoire pour réduire la pauvreté, notamment à travers le projet philosocial. Mais c'est autant d'actions qui sont menées par le gouvernement pour résorber la question de la pauvreté au sein des populations. Nous saluons cette action de la Première Dame qui a apporté un soutien important aux activités économiques des femmes de Côte d'Ivoire. Très bien. Quel est votre mot de fin, madame? Avec toutes les populations ivoiriennes, nous avons les yeux rivés sur la COP 15 et nous espérons que des lendemains meilleurs seront donnés aux populations, notamment les femmes, les jeunes et toutes les populations vulnérables, de pouvoir sortir de la pauvreté. Pour ce qui concerne les femmes, nous espérons que cette COP sera vraiment la clé qui va permettre de booster la question de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire à travers un meilleur accès à la gestion du foncier, un meilleur accès au crédit, un meilleur accès aux technologies, un meilleur accès au renforcement de leurs capacités, autant de choses qui leur permettront d'accéder un peu plus facilement et plus aisément à la pleine participation à tous les niveaux au développement de notre pays. Très bien. Alors je me joins à vous. La femme a besoin de prendre le pouvoir. Absolument. 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 À la limite, je n'ai même pas envie de dire qu'elle a besoin de prendre le pouvoir. Elle a juste besoin qu'on lui cède le pouvoir qui lui revient de droit. Simplement. On est en phase. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Nous sommes au terme donc de notre magazine et je vous dis bonsoir.